Bonjour, je m'appelle Michel Rigaud, je suis mathématicien et professeur au département de mathématiques de l'Université de Liège. Et maintenant, ça fait de nombreuses années que, en situation normale, je me déplace dans les écoles secondaires pour montrer que les maths que vous apprenez au jour le jour sont utiles et se trouvent en fait derrière de nombreuses applications. Alors, mon exposé favori, qu'à mon avis j'ai pu réaliser plus d'une centaine de fois, ça s'appelle la matrice cachée de Google, et on va voir ensemble que Google, pour réussir à classer des pages web, repose sur un vrai théorème de maths. Alors, pour commencer, je voudrais vous dire que sur Internet, il y a des dizaines de milliards de pages web. Et si quelqu'un est intéressé par un mot-clé particulier, imaginez que parmi vous, il y a un amateur de football, quand j'avais créé l'exposé il y a plus de 10 ans, en entrant le mot-clé football dans Google, vous voyez que sur Internet, il y a plus de 270 millions de pages qui parlent de foot. Est-ce que l'amateur de football va passer sa vie à écumer et à cliquer sur les 270 millions de pages? Non. C'est quoi la grande force de Google? Pourquoi est-ce que vous, moi, pourquoi est-ce que la moitié de la planète utilise Google tous les jours? C'est à partir de quelques mots-clés, il va vous fournir des pages qui sont les plus intéressantes pour votre recherche. Et c'est effectivement très rare que quelqu'un s'amuse à aller voir ce qui se passe dans les résultats après le résultat numéro 5 ou 10. En général, vous allez trouver votre bonheur avec les premiers résultats donnés par Google. Et le mot-clé matrice, par exemple, vous voyez qu'il y a presque 10 millions de pages qui parlent de matrice. Mais à mon avis, il y a plus d'amateurs de football dans le monde que d'amateurs de matrice. Donc la grande question que l'on va traiter ensemble dans cette vidéo, c'est comment fait Google pour classer, et donc c'est vraiment ça le mot-clé, comment est-ce qu'on va réussir à classer ces milliards de pages. Alors, j'en aurais pas un grand besoin, mais voilà à quoi ressemblent les deux concepteurs de Google, Larry Page et Sergey Brin, mais retenez surtout leur nom dans la suite de l'exposé, parce qu'on va revenir au moins à 2 reprises sur le nom de Page et sur le nom de Brin. Ok, vous êtes là peut-être bien tranquillement chez vous, vous n'êtes peut-être pas en classe, mais en situation normale, si je me déplace dans une classe, je pose souvent la question, alors rassurez-vous, je ne veux pas savoir qui est bon en maths, voilà, ça ne me regarde pas, mais je vais demander aux élèves de la classe qui sont face à moi, et je voudrais savoir qui est bon en sport. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on pose la question à chacun des élèves, et chaque élève peut répondre ce qu'il a envie. Donc ça veut dire que chaque élève peut donner une liste avec un seul nom, avec 2 noms, avec 3 noms. Et donc, on propose aux élèves, ils votent chacun un bulletin secret, et puis après, je vais regarder les votes fournis par les différents élèves de la classe. Et donc, par exemple, le premier élève qui se trouve ici me dit « Ah, vous savez, moi je trouve que celui-ci se débrouille bien en sport et celui-ci aussi. » Donc, il a voté pour 2 de ses copains ou copines de classe. Puis, on pose la question à un autre élève, on a fait le dépouillement des votes, et le deuxième élève, lui, il vote pour une seule personne. Et puis, on continue comme ça, et en particulier, vous pouvez très bien voter pour vous. Si vous estimez que vous êtes la plus grande sportive ou le plus grand sportif de la classe, les votes pour soi-même sont des votes tout à fait autorisés. Alors, voilà, l'histoire se passe, et donc ici, dans ma petite classe formée d'une dizaine d'élèves, voilà les votes que j'ai reçus. Alors, question, qui est le ou la meilleur en sport? Qu'est-ce que vous feriez? Vous pourriez dire, on peut compter les votes reçus. Et donc effectivement, l'étudiant qui se trouve ici en haut
il a reçu le vote de 4 personnes. Et puis si on regarde bien, l'élève qui se trouve là, il a reçu 2 votes, celui-ci a reçu 2 votes aussi, lui aussi. Et donc on pourrait dire, première façon de faire, on va regarder qui a reçu le plus de votes. Et donc la première méthode, on va dire naïve, version naïve pour classer les élèves en sport, compter les votes. Ok, ça marche, on a trouvé qui était le meilleur en sport. Mais moi je dis on pourrait être plus intelligent. Alors on pourrait être plus intelligent de plusieurs façons. La première chose qu'on pourrait remarquer, c'est que parmi les personnes qui votent, peut-être que certaines personnes, voilà, l'élève qui se trouve ici, j'ai envie de dire que c'est un indécis. Pourquoi est-ce que c'est un indécis? Il ne veut pas se faire de copains. Il ne veut pas se faire d'ennemis. Il a voté pour tous ses copains. Donc il a voté pour les 3/4 des élèves de la classe. Et donc finalement, les votes qu'il va attribuer ici, ils n'ont pas beaucoup d'importance parce que finalement, c'est un peu comme si vous donniez la même importance à tous les autres élèves de la classe. Et donc ça ne va pas aider pour choisir qui va être le ou la meilleure sportive. Donc cet élève-là, vous voyez que ses votes ne sont pas très représentatifs. Surtout si on le compare avec un élève comme celui qui se trouve ici à droite, lui, j'ai envie de dire qu'il est sûr de son choix. Pour lui, c'est très clair. La plus grande sportive, c'est l'élève qui se trouve ici. Donc j'aimerais bien que l'unique vote de l'étudiant de droite ait plus d'importance que les votes multiples de l'étudiant qui se trouve à gauche. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire ça? Imaginez qu'au départ, je donne 1 euro à chaque élève de la classe. D'accord? Et donc chaque élève reçoit 1 euro au départ. Et puis maintenant, lorsque l'on va voter, que ce soit 1 euro ou une unité, peu importe, mais lorsque l'élève vote, il va devoir distribuer son euro et éventuellement le couper en morceaux. Et donc l'élève de droite, c'est très facile, il avait 1 euro, il l'a donné en entier à l'élève qui se trouve ici. Par contre, l'élève de gauche, lui, qu'est-ce qu'il va donner? Il va donner 20 cents pour chacun des 5 votes qu'il a distribués. Et donc vous voyez que de cette façon, les votes multiples de l'indécis vont avoir moins d'importance. Donc ça, c'est la première façon de faire. C'est tenir compte de la manière dont votent les gens. Puis je ne vous ai pas tout dit. Dans la classe, là, j'ai 2 élèves très spéciaux. L'élève qui se trouve ici, c'est un grand champion. Je le reconnais. Ce matin, au petit déjeuner chez moi, je lisais le journal, page des sports, et j'arrive en classe, oui, je vois que c'est un champion d'athlétisme. Médaille d'or aux 100 mètres lors des derniers Jeux pour catégorie junior. Donc j'ai un grand champion. Ça veut dire j'ai un expert en sport. Mais dans la même classe ici, j'ai l'élève que je considère comme le nul de chez nul. Je regarde ses baskets, il n'arrive même pas à nouer les lacets de ses baskets. Alors à qui est-ce que j'ai envie de faire confiance? Le grand sportif me dit « Ah, vous savez, il n'y a pas de problème, le meilleur en sport, c'est lui. » Et le nul de chez nul me dit « Oh, moi, vous savez, lui, il est bon en sport. » Je ne connais pas les élèves, a priori. Je vais faire confiance à qui? Je vais faire confiance à l'expert. Et donc, j'aurais plutôt tendance à le croire et à considérer que l'élève là-bas est bon en sport, parce qu'un expert me l'a dit. Alors, parfois, je prends un autre exemple. Imaginez que, dans un autre contexte, demain, vous devez vous faire opérer. Est-ce que vous préférez vous faire opérer par petit a, le grand chirurgien mondialement reconnu, donc par un expert en chirurgie, ou petit b, par l'étudiant qui vient de rater 3 fois son premier bac médecine? Moi, il n'y a pas photo. Je vais choisir le grand chirurgien. Donc on a envie de faire confiance aux experts. Donc retenez ces 2 règles-là.
faire confiance aux experts et donner moins d'importance aux indécis. Alors vous allez me dire, oui, mais moi ce qui m'intéresse, c'est pas classer des élèves, mais c'est classer des pages web. Mais en fait, c'est exactement le même jeu. Voici ici un mini Internet. Alors pourquoi c'est un mini Internet? Parce que j'ai uniquement 5 pages web. Donc par comparaison aux milliards de pages, c'est vraiment un Internet tout rikiki. Et quand vous surfez sur une page, vous savez bien sur Internet, quand vous êtes sur une page donnée, dans un texte, il y a souvent des liens. Et donc vous pouvez à certains endroits cliquer sur un morceau du texte. Donc par exemple, si vous allez cliquer sur la partie qui se trouve ici, vous allez être envoyé vers une autre page. D'accord? Eh bien, c'est ce que reflète la structure que je suis en train de considérer ici. Vous voyez, je vous dis, tiens, j'ai 5 pages web, mais sur la première page, il y a dans la page 2 liens. Si je clique sur un des liens, je vais aller vers la page 2, et si je clique sur l'autre lien, je vais aller vers la page 3. Pareil, la page 5, elle possède 3 liens qui vont envoyer le surfeur soit vers la page 2, soit vers la page 3, soit vers la page 4. Et donc là, vous avez maintenant, non pas des élèves, tout à l'heure on avait des élèves qui votaient pour leurs copains, on a rigoureusement la même chose. Maintenant on a des pages web et on a des liens entre les pages. D'accord ? Alors le but du jeu, ça va pas être de classer les élèves, ça va être de classer les pages web. En fonction de ce qui était tout à l'heure les votes, les votes sont remplacés par des liens. D'accord ? Et alors ce qu'on va faire, c'est que chaque page va recevoir un score. Et donc le score d'une page, c'est simplement un nombre réel. Et plus le nombre réel sera élevé, plus le score sera grand, plus la page va apparaître haut dans le classement. Et donc le but du jeu, c'est d'attribuer des scores aux différentes pages. Alors remarquez que ces scores, en anglais, on les appelle PageRank. Donc en anglais, to rank, ça veut dire classer. Donc on va classer les pages. Mais souvenez-vous, c'est aussi le classement qui a été inventé par Monsieur Page, donc par Larry Page. Et donc, voilà la première apparition du nom d'un des 2 concepteurs de Google. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors souvenez-vous, avec les élèves qui sont bons ou pas en sport, on avait 2 souhaits. On était plus intelligents. Vous vous souvenez qu'on avait dit, tiens, quand il y a un élève qui est indécis, on a envie que son vote ait moins d'importance. C'est exactement la règle 2 que je propose ici. On accorde moins de crédit, donc moins d'importance à une référence, donc à un lien, si le lien provient d'une page qui a de nombreux liens. Donc si vous avez une page qui a des liens vers beaucoup d'autres pages, on a envie que ces liens-là aient moins d'importance. C'est vraiment l'exemple de l'indécis versus celui qui est sûr de lui. Et la règle 1, c'est exactement ce que je vous ai proposé de faire, à savoir faire confiance aux experts. Vous voyez, la règle 1, Page et Brin vous disent, on aimerait bien avoir plus d'importance, donc obtenir un score plus élevé, pour des pages qui sont référencées par des pages qui font elles-mêmes autorité. Donc si vous avez une page que vous savez être importante, et si elle a un lien vers une autre page, on aimerait bien que cette autre page-là soit elle aussi importante. Donc en résumé, on n'a pas encore fait de maths, mais les 2 règles, c'est faire confiance aux experts et limiter l'importance des indécis, et donc des pages qui ont de trop nombreux liens.
Alors avant, dans les navigateurs Internet, on trouvait une petite barre d'outils qui s'appelle la Google Bar. On va le laisser en anglais. Et dans cette barre d'outils, vous aviez un petit gadget ici, le PageRank, qui principalement vous mesurait avec ce thermomètre, si vous voulez, eh bien, le PageRank de la page sur laquelle vous vous trouvez. Est-ce que c'est un PageRank important ou pas? Et donc, c'était un petit gadget, mais vous voyez que ça symbolise exactement ce qu'on va calculer ensemble. Bon, on n'a pas encore fait de maths. Les maths arrivent. Et donc, vous vous souvenez, j'ai 5 pages web. Et ce que je vais faire, je vais construire un système de 5 équations à 5 inconnus. Alors, les inconnus vont être S1, S2, S3, S4, S5. Ce sont les scores des différentes pages. Par exemple, la page 1, son score, je vais l'appeler S1. Alors, comment est-ce que je construis ce système? Forcément, il n'est pas construit au hasard, ce système-là. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Si je prends la page numéro 3, je vais m'intéresser au score S3 qui se trouve ici. Quelles sont les pages qui ont un lien vers la page 3? Vous pouvez voir que la page 1 a un lien vers la page 3, la page 4 aussi a un lien, et la page 5 aussi a un lien vers la page 3. Et donc vous voyez que S3 dépend des scores des pages 1, 4 et 5. Alors ça c'est bien, pourquoi? Parce que souvenez-vous de ma règle numéro 1 qui dit « faire confiance aux experts ». Donc imaginez par exemple que la page 1 est une page importante. Et donc imaginez que le score S1 est grand. C'est une page importante, elle a un score élevé. L'équation que je suis en train de considérer ici, vous voyez que plus S1 va être grand, proportionnellement, plus S3 sera grand aussi. Et donc vous voyez que faire dépendre le score d'une page des scores des pages qui pointent vers elle rend bien compte de la règle numéro 1. Alors maintenant, si vous êtes observateur, vous voyez que parfois je divise par 2, parfois je divise par 3. Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Oui. Pourquoi est-ce que je divise, par exemple, S5 par 3? Je divise S5 par 3 parce que la page 5, si vous regardez bien, il y a 3 liens qui partent de la page 5. C'est exactement la même chose que tout à l'heure, quand j'avais mon élève qui votait pour 5 de ses copains, je vous avais dit qu'il allait donner 20 centimes d'euros à chacun d'entre eux. Donc vous avez divisé l'euro par 5. Ici, je divise le score de la page 5 par 3 parce qu'il y a 3 liens qui sortent de la page 5. Et donc vous voyez que pour calculer les scores, on s'est ramené à un système d'équations. Et là vous vous dites, la vidéo elle est finie. Je sais résoudre un système d'équations, ou en tout cas, vous devriez pouvoir le faire, et donc c'est terminé. Alors d'abord, est-ce que vous savez résoudre ce système? Vous allez me dire, 5 équations, d'habitude je sais en résoudre 2 ou 3, mais avoir 5 équations, c'est pareil, les règles n'ont pas changé. Je vous rappelle qu'avec Google, on va avoir au moins 10 milliards de pages, donc vous allez avoir un système avec 10 milliards d'équations et 10 milliards d'inconnus. C'est plus gros comme système. Mais je peux vous dire que les règles de calcul que vos professeurs vous apprennent avec 2 ou 3 équations, ce sont les mêmes avec des milliards d'équations. Mais en fait, se posent 2 questions. C'est, ok, si on sait résoudre le système, est-ce qu'on peut espérer avoir au moins une solution? Et je mets entre parenthèses non nul. Pourquoi? Parce que si vous reprenez le système qui se trouve ici, en fait, il y a une solution.
direct. Si vous choisissez S1 égale S2 égale S3 égale S4 égale S5 égale à 0, bah effectivement c'est une solution. 0 égale 0,5, 0 égale 0,5 plus 0 tiers. Et donc vous avez une solution, mais franchement, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que moi je veux classer les pages. Et donc si tous les scores sont nuls, bah, j'ai rien classé du tout. Donc ça, avoir la solution nulle, ça ne m'intéresse pas. J'espère avoir une solution non nulle. Et en maths, souvent, quand on a une solution, on est déjà content, mais se pose une deuxième question, c'est est-ce que la solution est unique? Et on va voir après que c'est unique à un certain sens, que je vais très vite préciser. Alors pourquoi est-ce que j'aimerais bien une seule solution? Parce que si vous aviez deux solutions différentes, bah alors ça vous donnerait deux classements. Bah, si vous avez deux classements, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Ça, on ne peut pas dire. Et donc, si on a deux classements, peut-être que dans un classement, la page 3 sera la meilleure, et dans l'autre classement, sera la page 5. Et donc, comment choisir? C'est embêtant. Donc, vous voyez, on aimerait bien avoir une seule belle solution. Alors, j'ai résolu le système pour vous. Hein, j'ai recopié le système qui se trouvait ici. Alors, comment est-ce que vous pouvez faire ça? Ben, vous voyez que j'ai juste repris la première et la cinquième équation. Je les ai recopiées ici. Et puis, dans les trois autres équations que j'ai recopiées là-bas, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai substitué. Donc, quand je voyais du S1, je l'ai remplacé par S4 demi. Et quand je voyais du S5, je l'ai remplacé par S3 demi. Donc, voilà ce que j'obtiens. Si vous regardez les deux dernières équations, vous avez uniquement dedans un système en S3 et en S4. Si on réduit au même dénominateur, les deux dernières équations vous donnent le tout petit système qui se trouve ici. Je vais un petit peu vite, mais vous pouvez faire pause et le vérifier par vous-même. Et si je soustrais les deux, ben on va avoir S4 moins S4 qui donne 0, qui doit être égal à 10 neuvièmes de S3 moins 6 neuvièmes de S3, donc à 4 neuvièmes de S3. Donc, conclusion, S3 doit être nul. Ah oui, mais si S3 est nul, S4 est nul. Si S3 et S4 sont nuls, S2 est nul. Bah, si S3 est nul, S5 est nul. Si S4 est nul, S1 est nul. Et donc, mon mini Internet a une unique solution, 0, 0, 0, 0. Donc on n'est pas très content. Voilà pourquoi la vidéo, je ne l'ai pas arrêtée tout de suite. J'ai que 5 pages web avec quelques liens, et quand je mets les choses en équation, bah, j'arrive pas à classer les pages selon le critère que j'ai choisi. Voilà un deuxième exemple que je fais un petit peu plus rapidement. Donc encore 5 pages web, mais d'autres liens entre les pages. Donc par exemple, si vous regardez la page 5 qui se trouve ici, pour S5 qui se trouve là-bas, bah êtes-vous d'accord, hein, on va le faire ensemble, que S5 dépend de S1 et de S4. Pourquoi? Parce que la page 5, il y a un lien depuis la page 4 et depuis la page 1. Et je divise S1 par 4 parce qu'il y a 4 liens qui partent de la page en question. Et donc voilà un nouveau système. On cherche les valeurs de S1, S2, etc. jusqu'à S5. Et si on résout le système, ben on peut trouver deux solutions différentes. Solution du haut, vous pouvez vérifier. Ma première possibilité, ce sont les pages 4 et 5 qui ont un score de 1,5. Et les trois autres pages ont un score nul. Donc dans la solution du haut, vous allez dire que les meilleures pages, ce sont les pages 4 et 5. Par contre, autre solution tout aussi valide, c'est S2 et S3, cette fois-ci, qui sont égaux à 1,5, et les trois autres scores qui sont nuls. Et donc dans le deuxième classement, c'est les pages 2 et 3 qui sont les meilleures. Et donc vous voyez ici,
qu'on est en présence de deux classements qui sont a priori incomparables. Et j'ai envie de dire, hein, sans faire de maths, ça se voit qu'on va avoir ces deux classements. Pourquoi est-ce que ça se voit? Parce que regardez ici, tout ce qui se passe entre les pages du haut et entre les pages du bas. Vous avez vraiment une symétrie. Les différents liens qui sont présents entre les pages du haut, vous avez exactement le même type de lien entre les pages du bas. Et donc cette symétrie en termes de pages et de liens entre pages se traduit par les deux solutions qu'on va trouver ici. Et donc vous voyez que pour l'instant, c'est pas terrible. Mon premier exemple, j'avais uniquement la solution 0. Donc je suis pas content. Je n'arrive pas à trouver une solution non nulle. Et le deuxième exemple, je suis pas content non plus parce que j'ai pas l'unicité de la solution. Donc pour l'instant, j'ai deux petits bonshommes qui sont pas très souriants. En fonction des cas, on va pas avoir un seul joli classement. Et c'est là qu'arrivent Page et Brin. Ils ont une grande idée. Ils se disent, est-ce qu'on ne pourrait pas changer un tout petit peu le système? Donc aller modifier légèrement les coefficients du système pour essayer de rendre le sourire aux deux petits bonshommes, donc pour espérer avoir une seule belle solution non nulle. Et donc c'est ça le but du jeu. Alors, l'exposé s'appelle, vous vous souvenez, à la matrice cachée de Google. Donc, souvenez-vous, on a d'abord nos pages web et les liens, et j'ai associé aux pages web et aux liens un système d'équations. Une troisième vision de la même chose, c'est de considérer la matrice qui se trouve ici. Alors c'est quoi une matrice? Si dans votre vie vous n'en avez jamais vu avant, c'est simplement un tableau de nombres. Alors j'ai plusieurs façons d'expliquer ce qui se passe. Vous devez juste savoir comment est-ce qu'on fait le produit dans des matrices. Donc c'est une première façon de l'expliquer. Donc imaginez que je cherche un élément et je vais m'intéresser, disons, à la troisième ligne, parce que, disons, je vais m'intéresser à l'équation qui se trouve ici, d'accord? Eh bien, vous voyez que dans le membre de gauche, j'ai mis S3, et maintenant, je vous dis dans une matrice, comment est-ce qu'on fait un produit d'une matrice, donc le bloc là, de nombres qui se trouve ici, fois un vecteur colonne, S1, S2, S3, S4, S5. Vous prenez les éléments de la ligne numéro 3, parce que j'ai dit que je m'intéressais à la ligne 3. Vous prenez les éléments de la colonne qui se trouve ici, et l'opération de produit, vous dites faire quoi? La somme des produits des éléments correspondants. Donc ça veut dire quoi? 1 demi fois S1, plus 0 fois S2, plus 0 fois S3, plus 1 demi fois S4, plus 1 tiers fois S5. Et vous voyez qu'en faisant ça, je reconstruis le second membre de l'équation qui se trouve ici. Alors, autre façon de le voir aussi, vous pourriez aussi dire, en fait, les nombres qui se trouvent dans la matrice, ce sont les coefficients du système d'équations. Si je prends la quatrième équation qui se trouve ici, et que je regarde la quatrième ligne, eh bien, dans la quatrième équation, il n'y a pas de S1, 0 S1. Il n'y a pas de S2, 0 S2. Il y a 1 demi S3, je mets 1 demi dans la troisième colonne. Il n'y a pas de S4. Et il y a 1 tiers de S5, je mets 1 tiers dans la cinquième colonne. Donc, les coefficients des différentes inconnues que vous retrouvez ici, ce sont exactement les éléments de la matrice. Et maintenant, troisième façon encore de voir les choses, c'est que si vous avez uniquement la matrice sous les yeux, eh bien, vous pourriez directement reconstruire les pages web et les liens entre les pages. Regardez pourquoi. Si je prends la dernière colonne, la colonne numéro 5 qui se trouve ici, ça veut dire que je m'intéresse à la page 5. Et dans la colonne numéro 5, vous voyez que on trouve 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers,
pour les lignes numéros 2, 3 et 4. Eh bien, ça veut dire que la page 5 a un lien vers les pages 2, 3 et 4. Et donc, vous voyez que ce que l'on va encoder dans les différentes colonnes correspondent aux liens qui sortent des différentes pages. Et donc, par exemple, la première colonne, ça correspond à la page 1. Il y a du 1,5 et du 1,5 sur les lignes 2 et 3. Ça correspond aux deux liens qui se trouvent ici. Alors, pour voir si vous avez vraiment compris, la colonne de 0 qui se trouve là-bas, elle se traduit comment dans le graphe? Donc, sur l'ensemble des pages web. Eh bien, la colonne de 0 veut dire que la page 2 n'a pas de lien. Donc effectivement, la colonne de 0, c'est simplement dire que la page 2 est sans lien. Et donc, résoudre le système qui se trouve ici, vous voyez que ce que j'appelle le vecteur colonne, la S, je l'appelle S, la matrice, je l'appelle B, et donc, pour me simplifier la vie, je pourrais écrire que résoudre le système, c'est trouver un vecteur colonne S qui est tel que B fois S égale S. Donc, trouver une solution, c'est ça. Trouver un classement, un vecteur de score, c'est résoudre B fois S égale S. Alors, ça me permet de faire ma petite digression sur la notion d'unicité. Donc, qu'est-ce que je viens de vous dire? Je viens de vous dire que S est une solution si vous pouvez vérifier que B fois S donne S. Alors, si on fait des maths pas très compliquées, mais imaginez que vous avez une solution. Donc, si vous savez que S est égal à B fois S, et si vous faites le calcul, B fois 2S. Alors, faites-moi confiance, B fois 2S, c'est la même chose que 2 fois BS. Ah oui, mais BS, c'est égal à S. Donc, B fois 2S, c'est 2S. Donc, dit autrement, ça signifie que le vecteur colonne 2S fois B vous rend le même vecteur colonne. Donc, conclusion, si vous avez une solution, 2S est encore une solution. C'est ce que je vous dis ici. Vous voyez que si j'ai une solution, alors 2S sera encore solution, pareil pour 3S, et en fait pareil pour n'importe quel multiple d'une solution. Alors si vous suivez depuis le début, vous allez dire « Ah mais c'est embêtant ça, pourquoi ? Parce que normalement j'aimerais bien avoir une seule solution. » Oui mais réfléchissez, c'est pas tellement gênant. Imaginez que votre solution de départ, les scores que vous avez obtenus c'est 1, 2, 3. Vous allez me dire, la meilleure page, c'est la page qui a le score égal à 3. Ok, vous avez raison. Si votre voisin ou votre voisine, elle a la solution 2S. 2 fois S, c'est la solution 2, 4, 6. Ok, les nombres sont différents. Mais est-ce qu'en termes de classement, 1 est plus petit que 2 est plus petit que 3 ? En termes de classement, ça ne change rien du tout. La page qui a le plus grand score, ça reste quand même la page 3. Donc effectivement, si vous remplacez un score par un multiple, vous n'allez rien changer au classement. Je vous entends, même si je ne vous vois pas, vous allez me dire « Ah oui, mais si j'avais pris moins S, ok, vous avez un nombre négatif, là vous allez avoir moins 1, moins 2, moins 3, mais là qu'est-ce qui va se passer ? Vous retournez carrément le classement. Donc c'est ok, c'est la seule chose, je vais dire bizarre, qui pourrait se passer. Vous pourriez avoir pile le classement inverse de celui que vous aviez au départ. Donc c'est la seule chose qui pourrait se passer. Et donc, quitte à multiplier par une constante, je vais toujours pouvoir supposer que la somme des scores fait 1. Pourquoi ? Si vos scores sont 1, 2 et 3, vous allez me dire que la somme des scores fait 6. Je multiplie par quelle constante ? Par 1 sixième. Et donc je vais prendre des scores qui seront 1 sixième, 2 sixième et 3 sixièmes, dont la somme fait bien 1. Et donc comme ça,
à ce sens-là, je vais avoir unicité. Et donc là, c'était la petite remarque technique, mais que je dois bien faire au passage, à savoir, j'ai unicité à une constante multiplicative près, et donc j'impose que la somme des scores soit égale à 1. Alors voilà le transparent le plus compliqué, mais j'espère que vous reconnaissez la matrice B. C'est la matrice de l'exemple, vous vous souvenez? Et si vous vous souvenez, on avait une colonne de 0 ici. La colonne de 0, qu'est-ce qu'elle traduisait? Elle traduisait le fait que la page 2 était sans lien. Et bien sur ce transparent, je vais vous montrer ce que fait vraiment Google. Donc on part de la matrice B, et on va arriver ici en dessous à une nouvelle matrice qui va être modifiée, et c'est vraiment le calcul que fait Google, sauf qu'il le fait sur une matrice 10 milliards fois 10 milliards. Et donc on a dit la page 2, là, elle est sans lien. Donc quand vous arrivez dans la page numéro 2, vous pouvez y arriver, mais vous ne savez pas en repartir. Mais qu'est-ce que tout le monde fait? Vous êtes sur la page 2, c'est une page sans lien. Ça existe sur Internet? Oui, ça existe plein de fois. Vous cliquez sur un lien, vous affichez une image. Il n'y a pas de lien. Oh, c'est une belle image. Vous la regardez le temps que vous avez envie. Mais qu'est-ce que vous faites au bout d'un temps? Au bout d'un temps, vous n'attendez pas une panne de courant. Non, vous faites quoi? Vous revenez en arrière dans votre navigateur. Vous faites une nouvelle recherche. Donc au bout d'un certain temps, même si la page 2 n'a pas de lien qui en sorte, on est certain que vous allez quitter la page 2. Vous allez aller vers une autre page. Vous faites une nouvelle recherche. Mais où est-ce que vous allez aller? Moi, j'en sais rien. Google non plus. Donc, potentiellement, vous pourriez aller vers n'importe laquelle des pages se trouvant sur Internet. Et donc, vous voyez que la première chirurgie, c'est remplacer une colonne de 0 par une colonne avec des 1/5 partout. Alors, vous allez me dire, c'est une grosse modification, mais en vrai, si la matrice fait 10 milliards fois 10 milliards, on met des 1/10 milliardième partout. Mais quand même, on a remplacé 0 par un nombre strictement positif. Et donc ça, c'était la chirurgie numéro 1. Maintenant, deuxième chirurgie, on prend cette matrice, on la multiplie par 85%, donc on fait tous les coefficients sont multipliés par 85%, et à chacun d'entre eux, on va ajouter 15% de fois une matrice avec des 1/5 partout. Et pour la matrice qui fait 10 milliards fois 10 milliards, on va rajouter des 1/10 milliardième partout. Et on obtient comme ça la matrice qui se trouve ici. Alors, il correspond à quoi ce calcul avec les 15% et les 85%? Quand vous surfez, vous, moi, qu'est-ce qu'on fait quand on surfe? On est sur une page, et en général, on va suivre un des liens de la page pour aller vers une deuxième page. Et puis on se balade comme ça, et on passe de page en page. Donc la plupart du temps, c'est comme ça que je peux vous vendre la formule que je suis en train d'écrire, donc la plupart du temps, on va dire 85% du temps, vous suivez vraiment les liens existants entre les pages. Et la matrice qui est là, elle code vraiment les liens entre les pages. C'est comme ça qu'elle a été construite. Mais de temps en temps, qu'est-ce qu'on fait? On arrête de surfer de page en page, on arrête de suivre les liens. Et donc le reste du temps, c'est quoi le reste du temps? C'est les 15% du temps restant. Vous allez surfer vers quelque part. Une nouvelle recherche, un site web qu'un copain vous a refilé. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Le reste du temps, vous allez surfer vers une page quelconque, d'où la présence des 1/5 partout. Et on obtient la matrice là en dessous. Alors regardez, la matrice là en dessous, si vous vous souvenez, la matrice de départ, il y avait un système qui lui était associé. On voulait résoudre le système B fois S égale S. Donc on avait ici un système d'équations. Donc maintenant, on a remplacé le système de départ par un nouveau système. Et c'était vraiment ce que Page et Brin voulaient faire. Ils voulaient modifier un tout petit peu les coefficients du système.
Alors est-ce que c'est un tout petit peu? Bon, comment le dire comme ça, avec des guillemets? Ben, regardez, les 1/2 qui se trouvent là-bas sont remplacés par 91/200. C'est proche de 1/2. Les 1/3 ben, ont été remplacés par 47/150. Ben, 1/3, c'est 50/150. Donc, les nombres non nuls qu'on avait au départ, ben, ce qu'on a maintenant, c'est des nombres qui sont proches de ces valeurs-là. Donc, les coefficients n'ont pas beaucoup changé. Par contre, partout où vous aviez des zéros, comme ici par exemple, vous voyez qu'on a des nombres petits, 300e qui apparaît là-bas. Vous allez me dire que la colonne là, avec des 1/5, c'est une grosse modification, sauf que pour la vraie matrice qui fait 10 milliards fois 10 milliards, ben on est allé mettre des 1/10 milliardième. Mais c'est un nombre non nul. Et pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Vous allez me dire, ça sert à quoi? Eh bien, la matrice qui est ici en dessous, que j'appelle grand G, c'est une matrice qui est beaucoup plus jolie que celle que vous aviez au départ. Alors, je suis d'accord avec vous, hein. À l'interro de maths, c'est beaucoup mieux la matrice qui se trouve ici au-dessus. Il y a beaucoup de zéros dedans, il y a moins de calculs à faire. Eh bien, celle qui se trouve ici en dessous, elle est beaucoup plus jolie parce que justement, tous ces coefficients sont strictement positifs. Et vous allez me dire, mais ça fait quoi ça? On s'en fiche. Ben non, parce que Page et Brin, ils avaient une idée derrière la tête. Leur idée était d'appliquer un théorème célèbre qui est dû à M. Perron. Et donc ce théorème, lui, je vais vous le montrer, le voilà ici. Il a une hypothèse. Vous voyez, quand on vous dit au départ, on a une matrice, ok, ça on a, et elle est primitive. Et c'est quoi une matrice primitive? C'est une matrice dont une puissance a tous ses éléments strictement positifs. Oui, mais ici, la matrice G, ben, elle est directement primitive. Elle a tous ses éléments qui sont strictement positifs. Alors après, rassurez-vous, je ne vais pas lire le théorème avec vous. Il se passe plein de choses dans ce théorème, de très belles choses, que mes étudiants de bloc 1 en sciences mathématiques, eh bien d'ici un mois, donc avant les vacances de Pâques, donc ça veut dire il ne faut pas avoir fait beaucoup de maths après les secondaires, hein, en fin de première année d'un cursus de maths, eh bien ils pourront comprendre tout ce qui se passe dans l'énoncé. Mais moi je vais vous résumer dans cette vidéo très simplement les choses. Donc si vous avez l'hypothèse que la matrice est primitive, eh bien, on va dire que le système qu'on va regarder, donc ici le système G fois S égale S, eh bien, ce qu'on vous raconte ici, en gros, c'est qu'il va avoir une seule belle solution non nulle, qui était ce qu'on voulait garantir. Et donc, vous voyez que ce théorème de Perron, peu importe ce qu'il dit en détail, mais il vous garantit l'existence d'une seule belle solution, donc on aura un beau classement des pages web. Alors remarquez quand même, j'aime toujours bien faire cette petite digression, le théorème de Perron il date de 1907, donc ça veut dire c'est bien avant Google, c'est bien avant Internet. Alors j'exagère, mais peut-être que M. Perron lui a dit « Mais monsieur Perron, là, votre beau théorème de maths, il sert à rien. On s'en fiche des matrices primitives. » Alors quand je dis ça, j'exagère, hein, parce qu'il y a des applications notamment en probabilité, et donc c'était sûrement ce que Oscar Perron avait derrière la tête, mais vous voyez qu'on a dû attendre près d'un siècle pour appliquer ce théorème de maths pure à une situation dont on n'avait pas connaissance du tout en 1907. Donc quand on dit que la recherche, ça ne sert à rien, pire encore que la recherche en maths, c'est vraiment des choses on a tout découvert depuis longtemps, ben c'est pas vrai. Parce que d'abord, petit 1, vous ne pouvez pas prédire sur 100 chercheurs en maths lequel va trouver le théorème qui sera utile dans un jour, dans un mois, dans 10 ans ou dans 100 ans. Et si bien même vous pouviez dire, oui, moi je sais que sur les 100 chercheurs, c'est le numéro 17 qui fera un théorème utile, il faudra encore comprendre ce que ça veut dire utile,
Eh bien, si vous enlevez tous ces copains aux chercheurs, là, et vous dites, je fais des économies, j'enlève les autres chercheurs, je ne garde que le chercheur 17. C'est lui qui fera un théorème utile. Mais le problème, c'est que sans ses copains, il n'aura jamais son théorème utile. Parce que la recherche en maths, c'est pas comme dans les films. Il doit discuter avec ses collègues, aller à des conférences, écouter des séminaires faits par d'autres, discuter, partager, pour que la science puisse progresser. Et donc, ne gardez que le chercheur 17, eh bien, vous n'aurez aucune avancée significative dans des applications. Il faudra encore s'entendre sur ce qu'on veut dire par application. Alors, deuxième petite digression. Voilà ici un livre qui a l'air difficile, hein, Introduction au système dynamique. Peu importe ce que c'est que cette théorie, mais il faut savoir que dans cette théorie, les mathématiciens qui travaillent là-dedans, ils utilisent souvent le théorème de Perron. Donc c'est un théorème qu'ils connaissent tous. Il y a des milliers de gens qui connaissent très bien le théorème de Perron à travers le monde et qui l'utilisent régulièrement. Et vous vous souvenez là de Sergey Brin, un des deux concepteurs de Google. Eh bien, c'est pas par hasard qu'il s'est dit, tiens, j'ai besoin du théorème de Perron. Vous voyez le livre ici. Il a été écrit notamment par Mikhail Brin. Alors, il faudrait prendre l'accent russe, parce que c'est un mathématicien russe à l'origine. Eh bien, vous savez qui est Mikhail Brin? Eh bien, c'est le père de Sergey Brin. Et donc, c'est pas par hasard que Sergey s'est dit, je vais aller prendre le théorème de Perron. Il a souvent discuté avec son père, et c'est de là qu'est venue l'idée, c'est là l'idée géniale finalement, d'aller appliquer un théorème de maths bien connu à une nouvelle situation. Et donc, voilà, ça ne vient pas de nulle part. Alors maintenant, j'en reviens à la matrice de tout à l'heure. Vous la reconnaissez cette matrice, c'est la matrice G qu'on a calculée ensemble. Et donc c'est vraiment le calcul que réalise Google. Et donc, cette matrice-là, je vais l'interpréter comme des probabilités. Alors, la matière de probabilité arrive souvent en fin de réto, en fin de dernière année. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une probabilité, on va faire un mini-cours très très simple. C'est le nombre de chances qu'il y a que quelque chose se produise. D'accord? Avec un D, si je vous demande quelle est la probabilité de faire 5 avec un D, vous allez me dire qu'elle est de 1/6. Eh bien moi, j'ai envie d'interpréter les différentes colonnes de cette matrice-là comme des probabilités. Alors, à quel sens? D'ailleurs, vous pouvez remarquer que la somme des éléments de chaque colonne va faire 1, parce que vous avez 100% de chance qu'il se passe quelque chose. Alors qu'il se passe quoi? Imaginez que vous avez un surfeur qui se trouve sur la page 1. Eh bien, j'affirme, moi, qu'il a 3 chances sur 100 d'y rester. Il a une probabilité de 3 centièmes lorsqu'il est sur la page 1 d'y rester. Par contre, depuis la page 1, il a 91 chances sur 200 d'aller vers la page 2, pareil vers la page 3, et puis de nouveau, il n'a que 3 chances sur 100 d'aller vers la page 4 ou la page 5. Alors pourquoi est-ce qu'il est beaucoup plus probable qu'un surfeur sur la page 1 se déplace vers la page 2 ou vers la page 3? Réfléchissez. Souvenez-vous, si on regarde les liens qui existaient vraiment, regardez les liens qui existaient vraiment. Un surfeur qui se trouve sur la page 1, prenez n'importe qui. Vous êtes en train de surfer et vous prenez 100 personnes qui se trouvent sur la page 1. Que vont faire la plupart des gens? Sur la page 1, il y a 2 liens. En gros, la moitié des gens vont cliquer sur le premier lien et vont aller vers la page 3. Et en gros, l'autre moitié des gens vont cliquer sur l'autre page et aller vers la page 2. Et donc, puisque presque tout le monde va suivre un de ces 2 liens-là, les gens vont se répartir, a priori de façon uniforme, entre les pages 2 ou 3. Sauf que vous aurez quelques téméraires
qui vont rentrer directement l'adresse URL, l'adresse web d'une autre page, et qui vont dès lors directement aller vers la page 4 ou la page 5. Voire rester sur la même page, parce que ça arrive souvent quand une page est un petit peu longue, éventuellement de cliquer en bas de la page et de revenir sur la page elle-même. Ce calcul, c'est exactement ce qui est fait dans cette équation là-bas. La plupart du temps, vous allez suivre les liens. Donc, dans 85% des cas, les gens vont se répartir entre les pages 2 et 3, depuis la page 1. Et le reste du temps, on va aller au hasard vers n'importe laquelle des 5 pages. Et donc voilà pourquoi je vais traduire les nombres qu'on va retrouver dans ces colonnes comme des probabilités. Alors, si je vous demande quelle est la proba depuis la page 1 d'aller vers la page 4, vous allez me dire, ça on l'a vu ensemble. Colonne 1 pour la page 1 jusqu'à la page 4, on n'a que 3 chances sur 100. Et maintenant, la question que je vous pose, c'est comment est-ce qu'on peut faire pour y aller en 2 coups? Donc éventuellement, vous passez par une page intermédiaire. Donc pour aller en 4, je peux passer par la page 3, je peux passer par la page 2, je peux passer par la page 5, ou alors on reste d'abord le premier coup sur la page 1 avant d'aller sur la page 4, ou bien, dernière possibilité, on va d'abord sur la page 4 et puis on y reste avec un deuxième clic. Et donc là, faites-moi confiance, ou alors vous avez les connaissances en probabilité, et donc je vais tracer ces différents chemins au fur et à mesure, et vous voyez que sur les transparents, je vais mettre en évidence des éléments en rouge qui sont les probabilités associées. Donc premier chemin possible, je reste en 1 puis je vais en 4, c'est le chemin noir, et vous voyez que j'ai mis en rouge les éléments correspondants. Deuxième chemin possible, je passe par 2, j'ai mis en rouge les éléments correspondants. Ou bien je passe par 3, je mets en rouge les éléments correspondants. Ou bien je vais en 4 et j'y reste, je mets en rouge les éléments correspondants. Ou bien je vais en 5 et puis je passe en 4, je mets en rouge les éléments correspondants. Et le miracle, il n'y a rien de miraculeux là derrière, c'est que si on connaît le produit matriciel, alors souvenez-vous, tantôt j'en ai parlé, pour trouver un élément, on fait la somme des produits des éléments d'une ligne par les éléments correspondants de la colonne qui vous intéresse. Eh bien ce calcul, je l'indique ici en dessous. Donc vous voyez, 3 centièmes fois 3 centièmes, c'est Louis fois Louis, plus 1 cinquième fois 91 2 centièmes, plus 91 2 centièmes fois 91 2 centièmes, etc. Eh bien ce calcul-là vous donne la probabilité d'aller en 2 coups de la page 1 à la page 4. Donc le calcul qui est là, c'est proba en 2 coups de la page 1 à la page 4. Et donc c'est un simple calcul matriciel, quand on sait faire le produit de 2 matrices. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des plus si je veux vous convaincre qu'on a fait le bon calcul de probabilité? Je fais un mini cours de proba très faux mais très rapide. Avec un dé, vous m'aviez dit qu'il y avait une chance sur 6 de faire un 5. Si je vous demande un 5 ou un 3, vous allez me dire que la probabilité vaut 1 sixième plus 1 sixième. Vous avez sommé les probabilités. Et donc effectivement, c'est pour ça qu'il y a un plus qui apparaît ici, parce que vous avez 5 chemins possibles. Le chemin noir, ou le bleu, ou le rouge, ou le vert, ou bien le magenta. Et donc si vous me faites confiance, on peut calculer le carré de la matrice G. Alors comment est-ce que ça fonctionne si je veux l'élément qui se trouve en 3e colonne, 2e ligne? Donc ça va correspondre à la probabilité, c'est comme tout à l'heure, tantôt c'était pour aller de la page 1 à la page 4. Vous vous souvenez, hein? C'est ce qu'on a fait ici. On partait de la page 1 pour arriver à la page 4 et on prenait
la colonne 1 et la ligne 4, eh bien ici, on part de 3 et on arrive en 2, donc c'est la probabilité d'aller en 2 coups de la page 3 à la page 2. Et comment est-ce qu'on fait le calcul? On prend la deuxième ligne, la troisième colonne, et on fait la somme des produits des éléments correspondants. Donc G carré va contenir les probabilités en 2 coups qu'un surfeur va avoir pour se déplacer d'une page vers une autre. Oui, mais dans G cube, qu'est-ce qu'on va avoir? G cube, c'est G carré fois G. Donc G cube va contenir les probabilités pour se déplacer en 2 coups d'une page vers une autre. Et G, c'est les probas en un coup. Et donc si vous les mettez bout à bout, vous allez avoir les probabilités en 3 coups. Alors pour vous, j'ai calculé G à la puissance 5, à la puissance 10, à la puissance 20, et même G à la puissance 200. Alors qu'est-ce que ça représente les nombres qui se trouvent ici? C'est un très long surf. J'ai surfé toute la nuit. Après avoir surfé toute la nuit, j'ai 26% de chance d'être sur la page 3. Par contre, je n'ai que 13% de chance d'être sur la page 1. Il est le plus probable, c'est d'être sur la page numéro 3. Et en fait, l'exposé va toucher à sa fin. Les nombres qui se trouvent ici, c'est en fait le vecteur des scores. Ce sont les différents PageRank. Alors, fait exceptionnel, vous voyez que sur chaque ligne de la matrice, on retrouve finalement le même nombre réel à chaque fois. A priori, c'est pas vrai ça. Vous prenez une matrice quelconque, vous en calculez des puissances, il n'y a pas de raison d'avoir ce phénomène. Ça se passe bien ici. Pourquoi? Parce que Page et Brin ont fait ce qu'il fallait. On a une matrice primitive, et donc c'est le théorème de Perron qui assure cette convergence de tous les éléments d'une ligne vers un même nombre réel quand on prend des puissances de la matrice. Alors, pourquoi est-ce qu'il est beaucoup plus probable d'être sur la page numéro 3? Regardez, je vais vous remontrer le graphe que nous avions avec les différentes pages. Si je reprends, disons, le graphe qui se trouve ici. Et vous prenez un surfeur qui se déplace, j'ai envie de dire, au hasard. Bon, je le fais partir de la page 1. Il va peut-être aller vers la page 3, puis de la page 3 vers la page 4, et puis de la page 4 vers la page 1. Et il y a beaucoup plus de liens qui font qu'on va repasser souvent vers la page 3. Il y a plus de liens vers la page 3. Et donc s'il y a plus de liens vers la page 3, on va y passer plus souvent. Et donc si on passe plus souvent par la page 3, il est plus probable de s'y trouver. Et donc ce que fait Google, qu'est-ce que Google a à faire? On fait la chirurgie de calcul que je vous ai montrée ici, et puis on n'a plus qu'à prendre la matrice puissance 200, en fait il suffit d'en prendre une puissance suffisante que pour être certain d'avoir une précision satisfaisante, et les nombres obtenus ici, ce sont les scores des différentes pages. Alors le problème, c'est que la matrice étant tellement importante, Google, il va lui falloir en gros 3 jours de calcul pour pouvoir recalculer ce vecteur de score. Mais une fois que le calcul est fait, quand vous allez rentrer un mot-clé, qu'est-ce qu'il suffit de faire? D'aller extraire de toutes les pages uniquement les pages qui parlent du mot-clé qui vous intéresse et les classer entre elles par rapport à leur PageRank respectif. Si je reprends l'exemple des élèves, imaginez que vous avez classé tous les élèves parce que aussi bien les filles et les garçons peuvent voter pour des filles ou des garçons qui sont bons en sport. Et puis après, si vous voulez 2 sous-classements pour les meilleures filles et pour les meilleurs garçons,
Du classement global, vous allez extraire 2 sous-classements, en gardant dans l'ordre les scores qui ont été calculés par l'algorithme du PageRank. Et donc ça veut dire que Google doit disposer en gros d'une copie de tout Internet. Il doit connaître les différentes pages web, leur contenu et surtout les différents liens existants entre les pages. Et donc ce classement, il est vraiment basé sur les liens existants entre les pages. Et donc en résumé, qu'est-ce qu'on a fait? Vous vous souvenez? Règle 1, c'est faire confiance aux experts. Règle 2, c'est faire moins confiance aux indécis. Et puis, le grand génie de Page et Brin a été de dire on va modifier un peu le système donné par ces règles pour avoir un système pour lequel on pourra appliquer le théorème de Perron. Et vous voyez que toutes les maths que vous avez apprises dans le secondaire et que vous allez encore apprendre servent. Est-ce que l'algèbre, ça sert? Oui, on a un immense système d'équations à résoudre. Est-ce que les matrices, même si elles disparaissent des programmes, servent? Oui, j'ai traduit le système en termes de matrices. Est-ce que les probas, qui font partie de la fin du cours de Réto, servent? Oui, puisqu'on a traduit les scores comme la probabilité qu'un surfeur va avoir d'être sur une page donnée. Est-ce que l'analyse, ça sert? Oui, puisque je vous ai dit qu'on allait avoir sur une même ligne de la matrice convergence vers le même nombre réel. Donc on a des suites de nombres réels qu'on va étudier et étudier leur convergence. Vous allez me dire qu'il n'y a pas de géométrie, mais je pourrais en placer parce que si vous avez un vecteur de score, vous pouvez en considérer tous ces multiples et considérer ce qu'on va appeler une droite vectorielle. Et donc vraiment, toutes les maths que vous avez appris et que vous allez encore apprendre servent pour pouvoir classer efficacement des pages web. Alors souvent, je termine mon exposé un petit peu comme je l'ai commencé, en revenant à un exemple de sport. Alors imaginez que les 8 ballons de basket qui se trouvent ici représentent des équipes de NBA. Alors d'un côté, vous avez la conférence Ouest, de l'autre côté, vous avez la conférence Est, et imaginez que des équipes d'une même conférence, puisque le pays est grand, ils ne jouent pas forcément tous les uns contre les autres. Et la question est, comment est-ce qu'on pourrait classer ces équipes? Alors, au basket, quand un match se joue, il y a toujours un gagnant et un perdant. Et donc, je vais faire une flèche, moi, du perdant vers le gagnant. C'est le perdant qui dit, oui, le gagnant, il est plus fort, il est fort. Et donc, imaginez que dans la conférence Ouest, voilà les matchs qui ont été joués. Vous allez me dire, c'est facile, c'est cette équipe-là la plus forte. Elle a battu les 3 autres équipes. Par contre, pour les équipes de l'Est, c'est moins clair. Vous voyez qu'elles se sont finalement toutes battues les unes les autres. Il y a un cycle qui apparaît ici. Et donc là, c'est moins clair savoir qui est la meilleure équipe. Et puis, on a organisé quelques matchs supplémentaires, qui sont ceux-ci. Et maintenant, question, comment est-ce que vous feriez, et je vais terminer mon exposé avec ça, pour classer les 8 équipes qui se trouvent là? Moi, je sais ce que je ferais. Je m'amuserais à faire quoi? À faire une matrice 8 x 8. Et dans cette matrice, je vais y mettre des 1/2, des 1/3, des 1/4, en fonction des matchs qui ont été joués. Donc exactement, que ce soit des pages web qui se font référence les unes les autres, ou que ce soit des équipes de basket qui vont se battre les unes les autres, c'est pareil. Vous allez avoir une matrice B. Puis vous modifiez la matrice pour avoir une matrice G, exactement comme ce qu'on a fait dans Google. Vous en prenez une puissance suffisante. Alors on peut s'arrêter avant 200, avec 8 équipes. À mon avis, avec la puissance 10, c'est largement suffisant. Et vous allez comme ça voir apparaître un classement. Et donc on pourrait remplacer le classement habituel par un classement à la Google. Alors peut-être que les sportifs diront c'est pas juste
C'est votre ordi qui calcule le classement. Sauf que ce classement est quand même calculé sur des matchs qui ont vraiment été joués. Donc les équipes qui vont apparaître plus haut dans le classement, ça voudra dire qu'elles ont reçu plus de victoires. Et ce qui est important ici par rapport au classement habituel, au foot par exemple, une victoire rapporte 3 points. Que vous ayez battu le premier ou le dernier du classement, vous aurez de toute façon 3 points, ça ne va rien changer. 3 points, point. Par contre, dans le classement donné par Google, on doit faire plus confiance aux experts. Et donc si on fait plus confiance aux experts, ça reviendrait à dire que aller battre quelqu'un qui se trouve en haut de classement est une victoire qui va avoir beaucoup plus de poids. Et donc cette victoire-là aura plus d'importance et vous fera gagner des places dans le classement. Alors pour conclure, vous devez savoir que tout ce que j'ai raconté ici, si vous allez sur les pages web qui sont présentées au tout début d'exposé, eh bien vous allez retrouver un petit texte explicatif qui reprend tous les détails de ma présentation. Voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous pourrez comme ça vous dire que effectivement les maths que vous apprenez, même si vous n'en faites pas votre métier plus tard, eh bien ce sont des maths qui sont utiles parce que vous et moi, on utilise Google tous les jours. Merci et à bientôt.